Vous venez de le souligner, ce colloque est donc une organisation conjointe du département de la nature et des forêts et de l'Agence wallonne du paysage. C'est donc tout naturellement que nous accueillons à présent Xavier Rollin, directeur de la nature et des espaces verts du service public de Wallonie, agriculture, ressources naturelles et environnement, à venir nous faire part de son mot d'introduction. Bonjour à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Moi, j'ai écrit mon discours. Par contre, j'ai du mal à le lire parce que c'est pas très bien éclairé. Ah voilà, on va s'en sortir. Au nom du département de la nature et des forêts, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau rendez-vous devenu incontournable pour de nombreux amoureux de la nature, qu'est le colloque du DNF organisé dans le cadre du Festival international Nature Namur. Alors, vous l'aurez remarqué, nous sommes désormais de retour à la Synapolis de Gembes, confortablement installés, loin du charme désuet du chapiteau de l'année passée, mais aussi loin du froid et du bruit de son groupe électrogène. On ne peut que s'en réjouir et prendre nos distances avec cette année très spéciale qui a laissé trop de gens derrière nous. Mais passons à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Après avoir examiné l'an passé l'évolution de la relation entre l'humain et la nature, nous continuons cette année à prendre de la hauteur avec une thématique d'actualité, à savoir les relations entre paysage et biodiversité. En effet, thème d'actualité s'il en est, car la Wallonie fête cette année le 20e anniversaire de la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage, dont nous avons d'ailleurs le plaisir d'accueillir aujourd'hui la secrétaire exécutive. Comme l'an passé, le DNF souhaite continuer à favoriser, dans l'analyse de chaque thème, une approche multidisciplinaire, voire transdisciplinaire, en associant autant que possible les sciences dites dures, principalement ici les sciences du vivant, et les sciences humaines, telles que le droit, la sociologie, l'anthropologie. Mais comment définir ce qu'est un paysage? Cette question peut paraître triviale, tant le terme nous paraît familier. Et pourtant, d'après le dictionnaire Larousse, publicité au passage, un paysage est défini comme une vue d'ensemble que l'on a d'un point de vue donné. Par exemple, de ma fenêtre, on a un paysage urbain fait de toits et de cheminées. Le paysage est donc le là dehors, ce qui est devant moi, autour de moi. Le paysage est donc étroitement lié au point de vue de l'observateur, à l'être des philosophes, par opposition à la pensée qui est le là dedans, là quelque part derrière mon front. Il y a donc autant de paysages que d'observateurs et de points de vue, autant de visions du paysage qu'il y a de culture. Car si on peut le concevoir à la façon du rationalisme moderne, comme un objet composé d'éléments, il s'agit en réalité aussi, et peut-être avant tout, d'une construction culturelle, du produit d'une perception et d'un vécu. Comme dirait le chanteur, nous sommes tous de quelque part. C'est que la notion de paysage, telle qu'on la connaît aujourd'hui en Occident, n'a pas toujours existé en fait. Et sa seule constance est d'avoir varié, tant dans le temps que dans l'espace. Ainsi, les sciences sociales nous apprennent que si les Romains avaient effectivement le goût des jardins et de la villégiature, Horace et Virgile vantant le charme des collines et des rivières, il leur manquait pourtant une vraie conscience du paysage en tant que tel, à commencer par le mot pour le dire. Il n'y a pas eu à Rome de réflexion sur le paysage, ni grandeur nature, ni dans la peinture, pour prendre ces exemples-là. En réalité, c'est en Chine au IVe siècle qu'est apparue une vraie réflexion sur le paysage, ainsi que de nombreux mots différents pour dire paysage. Et contrairement à l'Europe, la Chine n'a pas séparé la vision objective du paysage, celle du géomètre et du physicien, de celle du peintre et du poète, ni d'ailleurs de la religion. La notion de paysage est restée pour la Chine une vision plus globale, en partie subjective, exprimant toute la palette des valeurs de la société. À la même époque, en Europe, ce sont les idées de Saint-Augustin qui dominent. Et pour encore au moins 1000 ans, une vision franchement négative du paysage va s'imposer. En effet, la contemplation du paysage et la jouissance que cela peut procurer aux humains les détournerait de leur devoir moral de scruter leur propre conscience,
parce que seule celle-ci est habitée par Dieu. Pour saint Augustin, admirer la nature, jouir du paysage, c'est regarder dehors, du côté opposé à celui que le devoir appelle tout croyant, c'est-à-dire le dedans, sa propre conscience. Par exemple, la vision des montagnes des Alpes était à l'époque considérée comme affreuse, car détournant de Dieu. Il faudra attendre la Renaissance pour que le paysage se mette à exister comme tel pour les Européens, avec l'ascension de Pétrarque au Mont Ventoux en 1333 et la célèbre peinture d'Ambrogio Lorenzetti intitulée « Effet du gouvernement à la campagne », qui date d'environ 1340. Malheureusement, le développement du rationalisme moderne de Descartes, Newton et Galilée, avec sa vision dualiste, va introduire une nette séparation entre nature et culture, renvoyant le paysage à l'état d'objet, la forme objective de l'environnement, bref, à une affaire de géomètre. Cette conception culturelle, ce paradigme occidental moderne, de postuler que l'on peut totalement objectiver, voire objectifier la nature et le paysage, aura comme conséquence de les découpler de notre propre existence, de notre propre sensibilité, les ramenant à l'état de ressources. Les conséquences de cette conception dualiste vont mener à l'implacable constat que si on n'a jamais autant parlé, décrit, étudié nos paysages qu'à notre époque, si on n'a jamais eu autant de professionnels de l'aménagement paysager, on n'a pourtant jamais autant ravagé les paysages, tout comme d'ailleurs les écosystèmes et la biodiversité qui les composent. Tout se passe comme si plus on pensait le paysage, plus on le massacrait. Ce constat doit nous interroger sur notre relation à la nature et notre façon occidentale moderne d'être au monde, en particulier avec les vivants. Comme je vous l'annonçais, il s'agit donc bien d'une prolongation de la réflexion entamée l'année passée sur la relation humain-nature. Pour explorer les multiples aspects de cette riche relation de paysage et biodiversité, 8 experts horizons variés ont accepté notre invitation, ce dont je les remercie chaleureusement. Les exposés, privilégiant tantôt une approche scientifique, tantôt une approche plus subjective, incluant parfois l'esthétique, nous proposerons des pistes de réflexion critiques sur cette thématique. Je nous souhaite de prendre du plaisir en écoutant nos orateurs et oratrices du jour et d'approfondir le sillon de notre pensée pour passer d'une pensée du paysage considérée en tant qu'objet à une véritable pensée paysagère favorable à la biodiversité. Pour terminer, je voudrais rendre hommage à un philosophe géographe qui est Augustin Berck et dont je me suis beaucoup inspiré pour écrire le présent discours. Bon après-midi. Merci Xavier Rollin.